Chers camarades, bonjour. Donc, la plaquette du live est juste là. Donc, vous en prenez connaissance. On en a pour une petite 10-15 minutes, quoi, ensemble, vous et moi. Hein. Histoire de se dire bonjour, quoi. Voilà. Donc, la plaquette, elle est là. Vous signez la charte du live. Vous likez. Donc, signer, ça veut dire liker la plaquette du live qui est juste là. Donc vous signez et puis bah ça veut dire que ça vous engage à partager le live partout où possible, à vous assurer que vous êtes bien abonné sur cette page qui est une nouvelle page. Donc voilà, très bien. Ce matin, je voulais, le temps du trajet du boulot qui dure à peu près 5-8 minutes, revenir sur ce qui s'est passé hier. Je tenais quand même à expliquer un peu aux Camerounais, surtout ceux qui sont durs du cerveau. Bon, de toute façon, on reviendra dessus dans un live demain, donc je ne sais pas à quelle heure, peut-être que le matin ou peut-être début d'après-midi, hein, j'en sais rien. Peut-être que j'en sais rien. Donc, non, hier, Obama s'est fait arrêter sur son lieu de travail. Vraisemblablement, une manœuvre qui rappelle un peu les méthodes américaines, hein. C'est ce qui s'est passé hier à Yaoundé. Ça me rappelle un peu ce qui se passe aux États-Unis la plupart du temps quand on arrête un suspect célèbre. Ils lui font parader en public. On appelle ça le perp walk. On appelle ça perp walk. En anglais, littéralement, ça veut dire la marche du perpétrateur. Donc, la marche de celui qui a perpétré le crime, quoi. Voilà. C'est-à-dire que la police fait exprès, là où elle peut, en France, à partir du moment où vous êtes entravé, hein, à partir du moment où vous êtes entravé, donc quand je dis entravé, ça veut dire que dès lors que vous avez les menottes sur les mains, vous avez droit à la dignité. C'est-à-dire que la police française ne peut pas montrer un suspect menotté ou un suspect dans une position dégradante. C'est pour ça que quand une personne est menottée, elle a toujours un sac sur sa tête en France. Donc ce n'est pas possible de présenter quelqu'un, de montrer quelqu'un face découverte. Ça va causer, à coup sûr on va le libérer. Ça va conduire à un vice de procédure. Ça conduira à un vice de procédure. Donc en France, ce n'est pas possible. Mais la Cour suprême américaine a reconnu le perp walk comme conforme à la Constitution. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entrave aux droits du prévenu. En France, un prévenu, il a des droits. C'est pas parce que vous êtes un terroriste, que vous venez de liquider 180 personnes dans le Bataclan, que ça veut dire que vous êtes un sous-homme. Donc la loi française dit que toute personne est reconnue, toute personne est innocente jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité soit établie. Ça veut dire que la preuve de votre culpabilité est établie suite à une décision judiciaire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que les gens vont répéter que tu as tué. C'est pas parce qu'on a des preuves, on a des caméras. Ces éléments vous permettent de justifier une mise en détention provisoire. Mais si vous mourrez pendant votre détention, vous êtes éternellement innocent. C'est la loi. C'est comme ça. Hein. Donc quand quelqu'un qui est suspecté d'avoir tué 300 personnes se donne la mort lors de l'instruction de son affaire, eh bien il est définitivement innocent. Il ne sera jamais coupable. La justice ne condamne pas un mort. Et comme je le dis, la culpabilité est établie dès lors qu'un tribunal vous a reconnu coupable. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Vous êtes coupable après qu'un tribunal vous a reconnu coupable. Ça ne veut pas dire que si on a les preuves que vous avez commis les faits, on est obligé de vous considérer comme un innocent. C'est simplement que le terme innocent, le terme coupable juridiquement, signifie que vous avez été reconnu par une décision judiciaire. Bon, je vois déjà les gens venir. Ah, mais Serge, comment tu peux dire ça? Donc, quand tu accusais El Chenou de viol, est-ce qu'un tribunal avait reconnu coupable? J'ai dit, attention, il est accusé de viol. Il est accusé de viol. Voilà. Il y a une différence entre être accusé de et être reconnu coupable de. D'accord? Donc, si je vous attrape en train de voler chez moi, je vais vous accuser d'avoir volé chez moi. Je vous accuserai avec preuve. C'est ça. Il y a une différence entre accuser quelqu'un avec preuve et reconnaître quelqu'un coupable. Voilà. Donc, je sais très bien parfois que quand j'explique un certain nombre de choses dans le but de vous rendre bête, vous pensez parfois aller dans mes paroles, trouver de quoi essayer de m'attaquer parce que vous êtes tellement incapable de me contredire que vous attendez simplement
Vous êtes incapable de me contredire, que vous attendez simplement l'occasion quand je vais dire une chose que vous allez mal comprendre parce que vous êtes idiot, que vous allez mal comprendre parce que vous êtes débile, et l'utiliser contre moi. Un abruti a voulu utiliser le théorème de Gödel que j'ai expliqué. Vous me dites que moi-même je viens de prouver que la sorcellerie existe parce que le théorème de Gödel dit qu'il y a des vérités qu'on ne peut pas démontrer. Donc ça veut même dire que ces gens, ils sont même tellement bêtes qu'ils ne savent même pas ce qu'on appelle vérité. Ils ne savent même pas ce qu'on appelle vérité. Je vous dis et je le répète suffisamment assez que la sorcellerie pour l'instant c'est une théorie. Puisqu'elle n'est pas expérimentable. On ne peut pas l'expérimenter. Il n'y a pas un protocole expérimental pour établir que la sorcellerie existe. Mais en revanche, on peut s'y risquer avec les méthodes conventionnelles. Voilà. Donc, quand vous dites que la sorcellerie existe, ça veut dire que vous êtes en train de dire que vous avez la preuve de l'existence. Et donc, on rentre là dans le domaine de la connaissance. Si vous dites que la sorcellerie existe, et vous dites que vous croyez que la sorcellerie existe, vous dites que je crois juste parce que j'ai la foi, je ne vais pas discuter avec vous parce que c'est votre foi. La sorcellerie n'est pas du domaine de la connaissance. Avant, si tu dis que tu crois que ça existe parce que tu es sûr que ça existe, là, je vais te demander les preuves. Et c'est là où tu vas être dans la merde. Parce que tu n'as pas les preuves. Tu vas me sortir des trucs que ton cerveau a compris, mais parce que tu es bête. L'illusion, ça existe. Quelqu'un peut te donner l'impression d'avoir fait disparaître une voiture, mais simplement, il a joué avec ton attention. Il n'a pas fait disparaître la voiture. La voiture, elle est là, mais il t'a simplement fait croire que la voiture a disparu. Vous voyez souvent dans les cirques, là, dans les spectacles de magie, vous croyez que les Bengas là sont là pourquoi? Le problème de l'homme, ça a toujours été l'anga. Quand tu veux distraire un mec, tu mets une Benga. J'ai dit, même s'il est gay, quand vous allez à un spectacle de magie, pourquoi l'assistance du magicien? Si vous prenez une assistante comme Salomène, ou comme Sandy Boston, ou je sais pas, Karine Joufflu-Richard, là, le spectacle ne sera pas aussi puissant. Parce que vous serez attentif. Quand la magicienne, c'est une bombasse, vous êtes concentré sur les scènes de l'anga. Vous êtes concentré sur les lasses de l'anga. Et à ce moment-là, le magicien, il vous joue des tours. C'est pas pour rien. Allez regarder Copperfield. Tous ces grands magiciens. Vous en avez vu un seul avec une laide de femme. Toutes les assistantes sont toujours des canons. Ce n'est pas pour rien, mes chers amis. C'est pas pour rien. Voilà, si tu prends un spectacle de magie, tu as comme assistante Salomène, Karine Bibian Richard, ou je sais pas où, ma feu avec son visage plat. Il est évident que tu vas foirer ton spectacle. Parce que tout le monde sera attentif. Tu ne vas pas les distraire. Tout le monde va te regarder. On sera concentré sur toi. Alors que quand tu mets des bombasses là qui font des gestes et tout, qui tournent les lastas, on est sur l'anga. Entre-temps, tu es en train de cacher le way. Et puis tu dis, bam, ça a disparu. Et les gars sont cons. Donc, il y a toujours un truc. C'est pour ça qu'on dit toujours que le magicien ne livre jamais ses trucs. Parce qu'il sait que s'il livre, si tu es attentif, tu peux répéter ça chez toi. Ce qui n'est pas le cas de la sorcellerie. Qui part du principe que quelqu'un a investi des pouvoirs divins, des pouvoirs surnaturels. Voilà. Donc le sorcier, même s'il t'explique comment il a fait, tu ne peux pas répéter parce que c'est surnaturel. Hein? Même si on t'explique comment Dieu a créé l'être humain, ce n'est pas pour autant que tu pourras reproduire, puisque ce n'est pas reproductible. Et ce qui est reproductible appartient au domaine de la connaissance. Donc, quand on dit que le magicien ne livre pas son tour, c'est bien que son tour, s'il t'explique, tu pourras le répéter. Tu pourras le reproduire. Et donc, ça appartient au domaine de l'expérience, de la science. Ce qui est expérimentable et reproductible. Pour caractériser un événement de scientifique, ça veut dire qu'on peut le reproduire systématiquement dans les mêmes conditions. Donc, il est expérimentable et reproductible. Quand ce n'est pas le cas, ça appartient pas au domaine de la science. Donc, par contre, quand tu dis que tu as la preuve de quelque chose, ça veut dire en fait que tu es capable de l'établir. Donc, expérience, reproductibilité. Sinon, tu dis que tu ne sais pas. Tu dis, tu crois que la sorcellerie existe et tu t'arrêtes là. Tu dis parce que ton grand-père l'a dit et tu tenais ça de son grand-père, mais tu y crois, c'est tout. Tu n'as pas besoin de preuves. Là, je ne discute pas avec toi parce que tu es dans la croyance. Donc, on s'en fout de ce que tu crois. Donc, c'est bon, tu as le droit, tu es libre de croire ce que tu veux. Mais à partir du moment où tu dis que tu es sûr que ça existe et que tu sais que ça existe, là, je te demande des preuves. Là, je te demande des preuves. Et c'est comme ça que ça marche. C'est à toi qui existe de prouver. C'est à toi qui prétends avoir la preuve, de fournir la preuve et non pas moi qui doute de te prouver de l'inexistence. Très souvent, quand je discute de ces histoires de sorcellerie avec les gens, ils m'expliquent que toi qui ne crois pas la prouve alors que ça n'existe pas. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est juste que tu as un écervelé. Ça prouve très bien comment ton cerveau est manipulable. Ça prouve très bien que quand tu es un connard, comme tu as dit que la sorcellerie existe, eh c'est parce que tu es bête. Si tu me demandes, moi, de prouver l'inexistence de quelque chose dont tu affirmes avec certitude que ça existe,
c'est que tu es un connard. Parce que si tu affirmes avec certitude et preuve que ça existe, tu dois simplement fournir les preuves. Pourquoi être obligé de balbutier au point... Imaginez un procureur qui arrive au tribunal, qui dit que je suis sûr que Nelson Azonsop a volé le yoblet dans le bureau de l'ambassadeur. Il dit il est sûr, mais il demande à Nelson de prouver qu'il ne l'a pas fait. On va se foutre de sa gueule. Ça veut dire que toute la salle va éclater de rire. On va même lui demander que, mais mon ami, tu as fait ta formation de juriste dans quelle école? Voilà un procureur qui te met en accusation, qui te dit qu'il est sûr de ta culpabilité, et au lieu de travailler, il te demande de prouver ton innocence. Ça veut dire en fait que tu fais son travail à lui. C'est lui, il est formé pour ça. C'est lui, lorsqu'il te met en accusation, d'être capable de prouver que tu es coupable. C'est pas à toi de prouver ton innocence. Non, mais un procureur qui ferait ça, il serait vu comme un malade mental. Mais non, il y a quand même des connards qui te disent que Dieu existe. Si tu ne crois pas qu'il existe, prouve qu'il n'existe pas alors. Mais non, c'est à toi qui prétends être sûr de son existence, de prouver, d'apporter la preuve de son existence. C'est pas à moi qui doute. Ce n'est pas à celui qui doute d'un événement d'apporter la preuve du contraire. Évidemment, ça arrive que vous avez la preuve du contraire, hein, mais ça, c'est vraiment facultatif, quoi. C'est facultatif pour moi si j'ai la preuve du contraire de quelque chose. Si j'ai un doute en ayant la preuve du contraire, de le fournir, c'est facultatif. C'est-à-dire que si j'estime que ça peut fermer ton bec, je le fais. Mais dans l'absolu, c'est à toi de prétendre d'apporter la preuve. Mais ça, dans le cerveau des Bamileke, ça n'existe pas. Bon, pour revenir à Obama. Obama a été arrêté hier et les raisons de son arrestation sont floues. Et donc, je tiens à rappeler ici qu'il est rentré chez lui. Il est rentré chez lui. Il n'a pas dormi au CED comme l'auraient espéré beaucoup de talibans. Les talibans espéraient qu'il rejoigne Mota en prison, mais ce n'est pas le cas. Je pense qu'on a voulu donner une petite leçon à Obama. Une leçon à l'américaine. Et oui, ça s'appelle du pep walk, ce qu'on a fait à Obama, parce que qu'est-ce qui s'est passé? On a convoqué Obama au bureau comme si de rien n'était. Il arrive au bureau, il y avait un troupeau de gendarmes et des caméras qui l'attendaient. Ça s'appelle du pep walk. Voilà, ils l'ont fait à l'américaine. Donc les Camerounais sont en train de s'américaniser, c'est bien. Donc il faudrait aussi construire les autoroutes, construire les gratte-ciel comme en Amérique, quoi. Parce que ce que vous avez fait hier à Obama, c'est du pep walk. Voilà. Parce que quand ils ont arrêté Kamto, ils ont quand même eu la décence de ne pas montrer Kamto menotté. Ils ont quand même eu la décence de ne pas filmer Kamto en train de chier dans sa culotte. Parce que le maire qui a vu Kamto chier dans sa culotte, s'il était méchant comme un taliban, il aurait immortalisé l'événement. Il aurait immortalisé l'événement. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on voit un gars comme ça chier dans sa culotte. Donc, Kamto a chié dans sa culotte. C'est Kamto lui-même qui est venu dire à la télé. Ce n'est pas les Mbéré qui l'ont dit. Donc, Obama hier, s'il était un BAMS, on aurait expliqué que c'est du tribalisme. J'ai souvent l'impression que le régime de Biya est plus dur envers les Ekans qu'envers les Bami. Parce que les Mbéré connaissent la maison d'Obama. Ils pouvaient aller chercher Obama chez lui tranquille. On invite Obama au boulot. On met les caméras, 25 gendarmes comme c'était un terroriste. 2 petits mbérés là avec une petite voiture personnelle comme on dit au Cameroun. Ça suffisait pour aller chez Obama le chercher. On envoie les mbérés chez Obama. Ils partent là-bas comme s'ils étaient des amis. Et il dit bonjour. Il demande à Obama de les suivre. Il n'a même pas besoin de mes notes. On dit bonjour, voilà. Il demande de suivre tranquillement. On le convoque à la chaîne télé avec 28 gendarmes qui sont là. Et les caméras. Pep walk, comme à l'américaine. Pep walk, la marche du perpétrateur. Lisez le commentaire qui est là. Je vous l'ai expliqué en commentaire. C'est à l'américaine. C'est simplement une technique pour humilier une personne. DSK a subi ça. Si DSK a été noir, on aurait dit que les Américains étaient racistes. DSK est passé par là. Il était président du FMI. Donc presque un président d'un pays. Il avait le même pouvoir qu'un président de pays parce qu'il discutait du sort de plusieurs pays. Il a subi sa part de pep walk, jugé conforme par la Constitution américaine. Mais ce n'est pas dans nos habitudes, les gars. Ce n'est pas dans nos habitudes de présenter les suspects de cette manière. C'est la même chose, on s'est tous indignés. Quand on a vu, comment il s'appelle, Mamadou Mota, torse nu, jeté à la benne d'une bagnole. Je vais beau être contre le MRC, je ne peux jamais approuver ce genre de pratique. Je peux jamais approuver. Je préfère vous humilier parce que vous êtes bête. Mais de là à porter atteinte à votre dignité, c'est une habitude que vous faites. Parce que vous allez chialer quand c'est Mota. Mais vous êtes allé danser hier quand c'était Obama. Vous voyez pourquoi vous n'êtes pas crédibles, vous les talibans. Quand on a tabassé Mota et on l'a jeté à la benne d'une bagnole et qu'il était humilié, j'ai trouvé ça insultant. Quand on verse l'eau sur une boîte massoc en Dokoti, je trouve ça insultant.
le rapport que les Camerounais ont avec la politique, ça me fait bizarre, oui. Un politicien, c'est du sacerdoce. On ne fait pas de la politique pour être riche au Cameroun. Les politiciens au Cameroun qui sont riches, ils sont très peu. La plupart des politiciens qui sont riches l'étaient avant d'être politiciens. Vous n'allez pas m'expliquer que Fotso Victor est devenu riche en étant maire de Banjul. Hein? Il ne manquerait plus que ça. Vous n'allez pas m'expliquer cela. Fotso Victor n'est pas devenu riche en devenant maire de Banjul. Donc, la politique au Cameroun ne donne pas de l'argent. Et moi, je trouve que c'est pour ça que je ne suis pas content de Jean de Dieu Momo, parce que son débat avec Maître Ndoki, il y a beaucoup de, comment on appelle ça? Voilà, il y a beaucoup d'idées reçues. L'idée que quand vous acceptez d'être au gouvernement, c'est parce que vous cherchez l'argent. Ça veut dire en fait qu'on jette déjà la suspicion sur vous d'être un voleur. Parce qu'un ministre riche ne peut être qu'un ministre qui détourne de l'argent. Le salaire même de ministre n'est pas terrible. Le ministre a en plus de son salaire des frais de représentation. C'est important. Et Momo, à partir du moment où on dit qu'il a des meilleures vestes que par le passé, n'avait pas à se justifier qu'il était d'abord chaud avant. Parce que ce n'est pas vrai. Je vais vous dire, quand vous voulez développer une théorie, il faut qu'elle conforme à la réalité. Momo n'était pas élégant avant de devenir ministre. Mais ça ne veut pas dire qu'il a accepté d'être ministre pour devenir élégant. Il est élégant aujourd'hui parce que sa fonction l'y oblige. Voilà une réponse qui était suffisante. Oui, avant, je m'en fous de l'habillement. Par exemple, moi, là, je suis en t-shirt tout le temps. Est-ce que si j'accepte d'être ministre, on me voit en veste tous les jours, ça voudrait dire que j'ai accepté d'être ministre pour porter les vestes? Vous êtes sérieux? La veste peut dépasser un ingénieur? Moi, j'avais plus de costard quand je venais de commencer mon boulot. J'ai commencé ma carrière, je portais les costumes tous les jours pour aller au boulot. Et je changeais tous les jours. J'allais au boulot en costard, j'étais responsable d'un pôle. Mais je gagnais moins de 3 000 € net. Je vous dis, j'allais en costard tous les jours en tant que responsable bouton de manchette. Quand je suis arrivé chez Bombardier, je participais au steering committee, comité de direction. J'allais en veste tout le temps. Je ne gagnais pas mon salaire d'aujourd'hui. Donc si j'ai pu m'acheter les vestes quand je venais de commencer le boulot, donc c'est maintenant là avec le double du salaire que j'avais en commençant que je ne peux pas acheter les vestes. C'est juste que je m'en fous. Quand j'arrive au boulot, il n'y a personne en veste. Je vais porter la veste pour ressembler à qui? Mon responsable, mon N+3, il arrive en t-shirt comme moi. Mon frère, il faut se fondre dans la masse. Si je commence à venir en veste et cravate, parce que les Camerounais de Facebook pensent qu'un vrai ingénieur, quand il va au boulot, doit être en veste et cravate. Je vais peut-être en accord avec vos idées reçues, mais je serai en désaccord, en déphasage avec mon service. Je vais aller en veste pour ressembler à qui? Mon responsable, mon N+1 n'a pas de veste. Mon N+2 n'a pas de veste. C'est mon N+3 qui vient me en chemise, en jean. C'est les gars qui sont à la DRH, à la compta là-bas, qui viennent en costard cravate. Dans l'ingénierie, il n'y a pas beaucoup de gens en costume cravate. Hein. Quand on voyait un gars en costume cravate dans l'ingénierie, mais c'est un patron plus. Ou alors un commercial. Donc, si demain j'accepte de travailler pour Paul Biya, on me voit maintenant avec des vestes différentes tous les jours, on va me dire, voilà monsieur Anango, avant vous faisiez les directs dans votre voiture en t-shirt. Maintenant, Momo n'a pas su répondre. Momo, en voulant faire croire qu'il était déjà élégant avant, il ment. Non, Momo, arrête. Moi, je t'aime bien, Momo, mais quand on regarde tes anciennes photos, non, il n'y avait pas de classe, Mais tu n'es pas obligé, tu es père de famille, Momo. Moi, je suis un père de famille. Donc, je préfère aider quelqu'un, hein? Je préfère aider quelqu'un qui est dans le besoin que de porter un costume cravate qui ne me sert à rien. Vous connaissez le nombre de personnes à qui je donne l'argent tous les mois? Sur mon salaire de 5 cololas, il y a au moins 800 € tous les mois qui ne vont pas à ma famille, pas à mes enfants. Ces 800 € là, je peux choisir de ne pas donner aux gens. Et j'achète différents costumes tous les jours. Vous allez faire quoi? J'ai dit, si je décide que toi à qui j'ai donné 300 € le mois dernier, je ne donne pas. Je ne donne rien. Toi à qui j'ai donné 400 là, je ne donne plus rien. Comme ça pendant 8 mois. Ça fait combien? Tu fais 800 par 8, ça fait 6400 €. Avec 6400 €, je m'en vais dans n'importe quel prêt-à-porter, dans n'importe quel prêt-à-porter. Je sors de là au moins avec 8 costumes de marque. Je dis bien 8 costumes de marque. Et les chemises, alors n'en parlons plus. Mais ça va me servir à quoi? Si je vous choue ma chaussure, attendez, je vous choue ma chousse. Ça, c'est ma chousse que je porte tous les jours. Regardez comment ça s'est déformé en bas. Regardez. Regardez comment ça s'est déformé. Ça, c'est ma chousse. Voilà. Ça, c'est vraiment la chousse d'un bam, ça. Je vous jure. Je boxe ça. Moi, quand on est bien dans mes pieds, vous voyez, non?
Je porte, c'est mon confort qui prime. C'est pas ce que vous pensez qui prime. La chousse, là, si j'ouvre le costume, le coffre là, j'ai au moins 4 paires de chaussures là-bas rangées, mais que je ne porte jamais. Et que je ne porte jamais. La chousse, là, quand je porte, je suis à l'aise avec. C'est comme Colombo et son par-dessus. Il était lieutenant de police. Ça voudrait dire qu'il est pauvre. Un lieutenant de police de LA. Vous savez combien il gagne à la fin du mois? Et les primes de risque. Mais il avait son même par-dessus. C'était sa marque. Moi, ma marque, c'est les t-shirts, c'est la simplicité. Il y a des gars qui sont bêtes là qu'on voit sur Facebook venir faire des directs en costume cravate pour se donner du fond. Ça impressionne beaucoup les Camerounais parce que c'est des chèvres. Donc demain, si j'accepte d'être ministre, Maître Ndoki va venir me dire que je combattais Paul Biya avant en t-shirt. Et maintenant, je suis confortable avec les costumes cravates. Non, c'est la fonction qui oblige. Si je deviens ministre demain, je ne peux plus porter les t-shirts. Mais je ne serai pas à l'aise. Je déteste les costumes et cravates, mais vous n'avez même pas idée. Je déteste ça. J'ai l'impression d'être entravé. Vous savez, j'aime bien être libre de mes mouvements. Je déteste ces choses-là. Mais par contre, quand vous êtes ministre, la fonction vous y oblige. Il y a beaucoup de gars en France qui étaient t-shirts tout le temps, comme nous. Ils sont devenus ministres, ils sont obligés de porter le costume et cravate tout le temps. Par exemple, Nicolas Hulot. Il était obligé de porter le costume et cravate. Ça le mettait mal à l'aise, il était obligé. Il ne mettait pas la cravate. Il disait, bon, d'accord, la chemise, au moins, j'ai fait l'effort. Il ne mettait pas la cravate. Il y a des gars comme ça. Il est à l'aise avec ses t-shirts, gars. Il a 3 t-shirts, ça lui fait la semaine. Je porte un t-shirt 2 jours. Après, je lave ça le week-end. J'ai besoin de 20 t-shirts. Vous êtes sérieux? Vous connaissez les dos qui partent de mon salaire pour les gens qui ne sont pas de ma famille par moi? Si j'aime bien gagner ma vie facilement, c'est pour aider plus facilement. C'est pour pouvoir aider facilement. Je me serais mal à l'aise de porter les costumes cravates. Quelqu'un m'appelle pour dire que son enfant est malade. Je dis que je n'ai pas d'argent. Mais je suis en train de porter un costume et la cravate. Chacun a ses valeurs, mon gars. Je n'ai pas besoin d'être en costume et cravate pour être pertinent devant vous. Hein? Est-ce que le volume est bon? Si le volume est bon, vous refaites un petit tour de partage. Vous êtes une centaine de personnes là, vous partagez les bêtises. Et vérifiez que vous êtes abonné sur cette page parce que c'est une nouvelle page. Hein. Les autres pages ont capuche. Donc là, je recommence à zéro. Là, donc, je suis en train de reconstituer mon audience. Là. Voilà. Donc, partagez sur votre page. Invitez vos amis à dire que c'est la nouvelle page. Et abonnez-vous. Demain, on va faire un spécial direct. Demain, on fera un spécial direct. On reviendra bien évidemment sur ce qui s'est passé avec Obama. Et on reviendra dessus. Que j'avance quand même vers là où je travaille. Donc, oh putain. Regardez vous-même les choses d'un ingénieur, les gars. Et ça se dit ingénieur. Regardez vous-même les choses. Et ça se dit ingénieur. Vous vous étonnez que je fasse blablacar? Hein? Moi, ça ne me dérangerait pas les week-ends où je ne fais rien de faire blablacar pour gagner le dos. Hein? Vous pensez que quoi? Moi, si je suis dans une situation où je ne peux pas aller walk, mais que mon salaire passe, parce que même quand je suis à la piole, mon salaire passe. Si je suis à la piole, je m'ennuie. On m'appelle, on me dit, viens dans l'île de là, tu fais la préparation de commande. La nuit, je ne sais pas moi. Tu fais 8 heures de préparation de commande. À la fin du mois, 1700 €. Ça fait 1700 € qui se rajoutent à mon salaire. Parce que nous autres, là, même quand on est à la piole, par exemple, quand le Covid nous maintient à la maison, on a le salaire qui passe. Donc, imaginons qu'il y a le salaire qui passe. Et on vous dit que, gars, pour nourrir les Français, il faut beaucoup de gens qui font... il faut beaucoup de gens. Il faut des préparateurs de commandes. On prend des volontiers. C'est un métier que j'ai fait quand j'étais étudiant. Si j'ai le temps, je vais aller faire. Je porte mes pieds, je m'en vais faire. Tu fais 8 heures de boulot. À la fin du mois, tu pointes 1700 €. Quand je fais 4 heures de direct, je pointe quoi après? Donc, il faut, les gars, je pense qu'il y a beaucoup de Camerounais qui sont arrivés en Europe et qui ne savent pas ce qu'ils sont venus faire en Europe. Je vous dis sincèrement. Je vous dis sincèrement. Ils vivent pour les autres, mais ils ne vivent pas pour eux, quoi. Donc, bref, c'est pour dire que moi, je trouve que ce qu'ils ont fait Obama hier, ce n'est pas correct. Mais bon, on va y revenir demain. Donc, puisque certains chefs d'accusation sont plus ou moins fallacieuses et relèvent simplement de l'extraordinaire. Et je rappelle ici là que quand vous faites une affirmation extraordinaire,
ben, ça mérite des preuves plus que... Ça exige des preuves plus qu'ordinaires, quoi. Voilà. Et donc, je suis encore en train de chercher à comprendre qu'est-ce qui lui est reproché. Et dès que je saurai qu'est-ce qui lui est reproché, j'espère que d'ici la fin de la journée, je le saurai. Demain, on va décrypter ça point par point. Regarder la vraisemblance de chacune des accusations, si c'est vraisemblable ou si ça tient la route. Si ça ne tient pas la route. Voilà. Ben non, Obama n'a pas dormi au cèdre. Celui qui dit que la chute de ça, comme on a, non mais non, la vraie chute, ce mot-ci, je vous dis, hein, si vous commencez à vous réjouir des arrestations qui vous arrangent, vous ne pouvez donc pas empêcher les Sardinats d'être contents de voir Mota en prison. Parce que quand on a arrêté Mota, les Sardinats ne sont pas venus dire la chute de ça. Simplement, Obama est justiciable. Personne n'est au-dessus de la loi. Donc, quand vous êtes mis en cause judiciairement, vous avez des droits. Voilà. Donc, Obama est un justiciable. Il n'a jamais pensé un seul instant qu'il était au-dessus de la loi. Ce serait con parce que les Mebara et tous ces gars-là, Philemon, comment il s'appelle là, Philemon Yang. Non, c'est pas Philemon Yang. Comment il s'appelle? Inoni Ephraim. Ces gens-là, ils sont tous en tôle. Donc, Obama ne prêtez pas aux gens ce qu'ils n'ont pas cru. Demain, si on m'arrête aussi, vous allez dire la chute de ça. Je vous ai dit que j'étais inarrêtable. Même en France, même en Belgique, je suis arrêtable. Si je commets un délit, je suis arrêtable. J'ai été interpellé par la police. Parce que j'ai fait des excès de vitesse, ils m'ont donné l'amende. Je ne suis pas au-dessus de la loi. Si je commets une gaffe, je suis arrêtable. Donc, si on m'arrête, vous allez venir dire « Ah, la chute de ça !» Comme si je ne vous ai jamais dit que je ne suis pas arrêtable. Obama vous a dit qu'il n'était pas arrêtable. Obama vous a dit qu'il n'était pas justiciable. Obama est justiciable. Donc, on l'arrête. Il a des droits. Donc, il aura droit à une instruction où chacune des accusations qui sera portée contre lui va être étayée. S'il n'y a rien, il va être relâché. En France, il y a beaucoup de gens qui sont mis en cause tous les jours et puis qui sont mis hors de cause. Donc, il faut arrêter, en fait. Hein. Ce n'est pas parce qu'on l'a arrêté que ça veut dire qu'il est coupable. Il y a peut-être des éléments qui nécessitent qu'on s'attarde là-dessus. Voilà. Vous venez danser parce que pour vous, ce n'est pas la justice qui compte. Pour vous, c'est que les règlements de compte. Un vrai connard, ce Brice Ateba là. C'est vraiment un connard. Exactement la politique qu'on ne veut pas voir au Cameroun. La politique de la rancune et de la rancœur. Nelson Mandela a fait 27 ans de prison. Il est sorti, il a prôné la tolérance. Kamto, il a fait 9 mois de prison. Il est sorti dans son discours à lui-même. Il prônait la tolérance. Quand vous étiez derrière en train de prôner la haine. Donc voilà. Donc vous êtes toujours en déphasage avec vos leaders. On ne sait même pas à qui vous ressemblez. C'est vous qui avez entraîné Kamto dans votre poubelle. Vous avez entraîné Kamto dans votre poubelle. Kamto, à l'origine, ce n'était pas comme ça qu'il savait que vous allez faire. Maintenant, vous l'avez entraîné dans vos conneries, quoi. Bonjour. C'est comme ça que vous êtes toujours. Vous commencez quelque chose avec la bonne volonté et vous pourrissez. Vous avez entraîné Kamto dans votre poubelle. Il y a quelqu'un qui vient se réjouir. Tu te réjouis qu'on l'a arrêté. Pourquoi? Tu sais même pourquoi on l'a arrêté. Tu peux dire ici pourquoi on l'a arrêté. Simplement, tu te réjouis parce que c'est quelqu'un que tu détestes. Et comme tu le détestes, sa place est en prison. Voilà vos arguments pour chasser Paul Biya. Vous détestez Paul Biya, il doit démissionner. Vous détestez Serge Anango, il doit quitter Facebook. Voilà comment vous raisonnez, peut-être des raisonnements aussi limités de primates. Même les primates étaient plus intelligents que ça. Regardez encore le seul peuple qui réagit comme ça. Donc parce que tu détestes Obama, on doit l'arrêter, on le met en tôle. Pour rien. Parce que si tu es sérieux, tu essaies de savoir pourquoi on l'a arrêté, tu essaies de savoir si c'est au minimum vrai. J'ai déjà volé quelque chose dans ma vie, non. J'ai déjà violé une gars, non. Mais si on m'arrête au Cameroun, on me met en tôle, tu vas trouver ça juste. Parce que tu as le macabo de Serge Anango. Franchement, les gars. C'est pour ça que je vous appelle une bande de malfrats rancuniers. On ne peut pas faire la politique à la rancune. La politique, c'est d'abord la tolérance. C'est-à-dire que même quand tu passes dans un marché, on verse la farine sur toi. Tu dois simplement comprendre. C'est ça la politique. Même quand tu es enfariné, c'est la politique, c'est comme ça. Quand vous décidez de la vie de plusieurs personnes, un politicien, dans ses décisions, dans ses votes, dans ses propositions, dans ses projets, décide de la vie de plusieurs personnes. Une loi peut venir là où tu avais droit à une aide, dit que tu n'as plus droit. Une loi peut venir là où tu n'avais pas droit, dit que tu as droit. Une loi proposée par un député. Oui, un politicien, quand il prend des décisions, ça impacte la vie des gens. C'est normal qu'il y ait des contents et des mécontents. C'est malheureusement ça. Et donc, quand vous le détestez, ils acceptent. Il n'y a que vous qu'il ne faut pas détester Kamto. Voilà Mamadou Mota en prison. Allez le sortir. Il est plus